Bienvenue. Heureuse de vous compter parmi nous pour un nouveau Zoom Invest. Thème d'aujourd'hui, c'est les obligations d'État. Et notamment, quel est l'impact de l'évolution des taux d'intérêt, l'impact des tensions politiques et géopolitiques sur les marchés des obligations? Est-ce que c'est plutôt négatif ou positif à l'heure actuelle? Et comment est-ce que les investisseurs en obligations et les gestionnaires de fonds ils font pour maîtriser cette volatilité? J'en parle avec Romain Diderix. Romain est gestionnaire de fonds chez KBC Asset Management. Soyez le bienvenu, Romain. Merci Marc. En 2024, on a quand même vu un marché d'obligations qui était très volatile à cause de différentes raisons, mais quand même une volatilité qui n'était pas comme des autres années, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, on a eu beaucoup de volatilité sur les marchés obligataires en 2024. Des taux qui sont restés dans une fourchette relativement contenue, entre 2,05% et 2,7% pour le maximum. Mais entre ces deux niveaux, il y a eu beaucoup de volatilité, avec notamment 2 points bas atteints proche de 2% début octobre et début décembre. Oui. Eh bien, perchons-nous peut-être sur ces deux creux, aussi bien en septembre-octobre que le mois de novembre-décembre. Mais prenons d'abord peut-être octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a eu un certain changement dans la manière dont les banquiers centraux, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, se sont adressés au monde extérieur, on va dire, avec un shift vers une rhétorique plus dovish. Donc, dovish qui vient de l'anglais dove, qui veut dire colombe. Oui. On dit qu'un banquier central a une rhétorique dovish quand il parvient à surprendre quelque peu le marché. Et à faire descendre les taux d'intérêt. Donc, par exemple, un banquier central qui va dire que l'inflation est sous contrôle alors que le marché ne s'y attend pas, ça va faire baisser les taux d'intérêt. On dit qu'il a eu un discours dovish. L'inverse, c'est hawkish, de l'anglais hawk, donc qui veut dire faucon, juste pour planter un peu le décor. Et donc, si on va prendre ces deux mots-là, rhétorique des banques centrales était plutôt dovish au mois d'octobre alors? Oui, surtout septembre plutôt. C'est là que le shift s'est opéré, où le message des banquiers centraux est devenu quelque chose qui ressemblait à l'inflation est sous contrôle ou est en passe de le devenir. En tout cas, le combat devrait être gagné prochainement. Donc maintenant, on va pouvoir plus se concentrer sur la croissance économique, ce qui a eu pour conséquence de faire chuter les taux au cours du mois de septembre et qui ont atteint un point bas pour l'année, jusque-là, en tout cas début octobre. Oui. On a parlé de la volatilité des taux d'intérêt, donc ça veut dire qu'après le mois de septembre-octobre, les intérêts sont de nouveau retournés à la hausse, je suppose. Exactement. Donc, au cours du mois d'octobre et la première partie du mois de novembre, on a eu un rebond assez spectaculaire des taux d'intérêt, plus ou moins dans la même mesure aux États-Unis et en Europe, principalement lié aux élections américaines qui se profilaient à l'horizon. Trump qui était bien dans les sondages, les investisseurs qui ont commencé à se dire « Ah, mais Trump va peut-être bien revenir à la Maison-Blanche », c'était un scénario de plus en plus tangible, et la plupart de ces mesures dont il a parlé pendant sa campagne devraient être inflationnistes, ce qui a un impact sur les taux et qui les fait augmenter. La crainte pour une inflation, mais quand même, après ces 2 mois, on a quand même vu ce nouveau creux au mois de décembre. Exactement. Donc, il a été élu début novembre. Les taux ont encore un petit peu augmenté. Et puis, à partir de mi-novembre jusqu'à début décembre, il y a eu une chute assez spectaculaire des taux, de nouveau vers pratiquement 2% sur le 10 ans allemand. Chute qui n'a pas forcément été suivie par les taux américains, cette fois-ci, dans une moindre mesure en tout cas. Et là, c'était vraiment lié à l'incertitude autour de Trump. Et c'est le meilleur exemple pour moi du fait que Trump crée énormément d'incertitudes sur les marchés. Parce que d'abord, les taux augmentent parce que les marchés ont peur, entre guillemets, de voir Trump revenir à la Maison-Blanche et ces mesures potentiellement inflationnistes. Ensuite, ils chutent violemment parce que les investisseurs se rendent compte que les politiques, les mesures de Trump auraient potentiellement un impact inflationniste sur les États-Unis, mais aurait également un impact négatif sur la croissance en dehors des États-Unis, et notamment en Europe. Donc ça fait chuter les taux, et ça explique aussi que les taux ont plus chuté en Europe qu'aux États-Unis, par exemple. Et alors, cette différence entre les taux d'intérêt européens et les taux d'intérêt américains. Maintenant, après cette volatilité, les marchés se sont calmés ou non?
Eh bien, pas du tout. Et ça a été encore plus volatile par la suite. Donc, il y a eu ce point bas pour l'année qui a été atteint début décembre, proche de 2%. Ouais. Et sur les 5 à 6 prochaines semaines, semaines suivantes, les taux à 10 ans allemands sont passés donc, de pratiquement 2% à 2,65%. Donc, en fin de compte, si on regarde la fourchette de l'année passée, comme je l'ai déjà expliqué, on est passé du point bas à pratiquement le point haut, ici à mi-janvier de cette année-ci. Ouais. Et quelle était alors à l'origine de ce changement, hein, du niveau plus bas vers de nouveau des intérêts plus hauts au cours du mois de décembre-janvier? Alors, il y a eu plusieurs facteurs. Le premier, c'était Trump, clairement, parce qu'il avait toutes ces promesses de campagne, et je reparlerai de Trump un peu plus tard, mais toutes ces promesses de campagne, il a été élu. Au bout d'un moment, les investisseurs se sont dit qu'il allait être peut-être un peu plus soft que ça, qu'il n'allait pas faire tout ce dont il avait parlé. Mais courant décembre, on s'est quand même rendu compte que sa rhétorique était assez agressive, donc les marchés ont un petit peu repris peur par rapport à ça, ce qui a contribué à faire augmenter les taux. Il y a eu les développements en matière d'inflation aussi. On s'est rendu compte, et c'est surtout en novembre-décembre que les gens ont commencé à prendre un petit peu plus peur par rapport à ça, surtout au mois de décembre, que l'inflation, les progrès en termes de désinflation en zone euro et aux États-Unis avaient fortement ralenti sur le deuxième semestre de l'année 2024. Donc pour prendre exemple, l'inflation aux États-Unis en décembre 2024, elle s'est établie à 2,9%. C'est le même niveau qu'en juillet 2024. Donc peu de progrès ou pas du tout de progrès qui ont été établis entre juillet et décembre. Ça a également contribué à faire augmenter les taux. Et puis il y a eu les données économiques aux États-Unis où on s'est rendu compte que l'économie américaine était toujours aussi forte, tournait toujours aussi fort et qu'elle n'avait pas forcément besoin de baisse de taux spectaculaires de la part de la Fed. OK. Et qu'en est-il alors du marché, hein? Parce que cette volatilité, oui, ça a quand même influencé le sentiment des investisseurs. Ça ne leur a pas laissé indifférent, je suppose. Exactement. Donc, si on regarde par exemple aux attentes du marché en termes de politique monétaire, on a vraiment eu des gros repricing, comme on appelle ça, au cours de l'année et certainement au mois de décembre. Alors, il y a un moment dans l'année 2024 où on s'attendait à 5 baisses de taux pour cette année 2025 pour la Banque centrale européenne. Maintenant, le marché n'en price plus que 3 à 4. Donc là, ça a un petit peu repricé, mais c'est encore plus violent si on regarde aux États-Unis. À un certain moment, l'année passée, les investisseurs s'attendaient à 6 baisses de taux de la Réserve fédérale pour cette année 2025. Maintenant, le marché n'en voit plus qu'une ou deux. Donc, beaucoup de volatilité de ce côté-là aussi. Donc, plutôt hawkish, si j'ai bien compris. Et je me rappelle que le 18 décembre, la Fed a même exprimé qu'ils allaient plutôt regarder l'inflation qui était là plutôt que de stimuler, je dirais, l'économie aux États-Unis. Exactement, et ça n'a pas aidé donc, cette réunion de la Fed du 18 décembre, où la Fed, via son président Jérôme Powell, a vraiment reconnu le fait que l'inflation, les progrès en termes d'inflation avaient un peu ralenti et que l'économie tournait toujours aussi fort. Et je pense qu'il y a aussi eu certaines craintes plutôt liées au volet fiscal des États-Unis qui ont émergé au cours du mois de décembre, parce qu'il faut savoir que depuis la crise du Covid, les gouvernements sont fortement endettés, un peu partout dans le monde, mais aux États-Unis, ça a été très prononcé et les déficits sont toujours aussi élevés aujourd'hui que juste après la crise du Covid. Donc il n'y a pas vraiment eu de redressement des finances publiques entre-temps, comme ça a été le cas dans pas mal de pays, notamment en zone euro. Et donc, les déficits étaient élevés à la suite de la crise du Covid, sont toujours élevés aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de plan très crédible pour les ramener à un niveau plus acceptable dans les années à venir, sous l'administration Trump en tout cas. Ce qui veut dire que la qualité de crédit, les fondamentaux des États-Unis en tant que pays se sont quelque peu dégradés, ce qui explique aussi que les taux d'intérêt sur la dette américaine aient augmenté. Oui, OK. Oh, les faucons, les colombes, heureusement que vous maîtrisez bien ces différents oiseaux. Mais parlons peut-être un peu sur les atouts que vous avez, parce que gestion active, on parle souvent de la gestion active dans les actions, mais est-ce que vous pouvez faire la même chose dans un portefeuille d'obligations ? Exactement, donc ça ne va pas être exactement les mêmes leviers de performance, mais bien sûr, en tant que gestionnaire obligataire, moi par exemple je gère des fonds d'obligations gouvernementales en zone euro, on a toute une série de leviers qu'on peut actionner et qu'on actionne régulièrement afin d'essayer de surperformer notre indice de préférence. Okay. Et de quel levier est-ce qu'on parle alors ?
Alors le plus gros levier, ça va être la duration. C'est vraiment ce qui fait le plus de différence dans nos fonds. Mais on a aussi l'allocation aux différents pays au sein de l'ADIS. L'allocation à différents pays et institutions, je reviendrai là-dessus, en dehors de l'ADIS également. Et le positionnement qu'on a sur la courbe de taux. Pour un non-initié, c'est quand même assez difficile. On va les expliquer un par un, mais commençons par la duration peut-être, le plus important, je suppose. Oui, tout à fait. Donc la duration, en résumé, c'est la sensibilité du prix d'une obligation, mais ça vaut aussi pour un portefeuille quand on agrège la duration de toutes les obligations. Donc la sensibilité de son prix à une variation de taux d'intérêt. Donc typiquement, si les taux d'intérêt diminuent, par exemple, le prix d'une obligation va augmenter. Et plus sa duration est élevée, plus son prix va augmenter si les taux baissent. Donc si on s'attend à une baisse de taux sur les marchés, on va avoir tendance à augmenter la duration du portefeuille par rapport à la duration de l'ADIS, afin que la valeur du portefeuille augmente plus que la valeur de l'ADIS si cette baisse de taux se matérialise. OK. Et est-ce que vous avez utilisé ce levier de performance récemment? On l'a utilisé en 2024. Alors, il y a eu beaucoup de volatilité, comme on l'a déjà dit. Les taux qui ont atteint un premier pic en avril 2024. Donc, le taux allemand à 10 ans a atteint 2,6%. À ce moment-là, c'est là qu'on a rentré une position sur la duration. On a augmenté la duration du portefeuille et on a fermé cette position en novembre 2024 quand le 10 ans allemand a atteint 2,25%. Donc ça nous a permis d'ajouter un peu de performance par rapport au benchmark grâce à la chute de taux entre ces deux moments. OK. Passons alors à la sélection des différents pays. De quel pays s'agit-il alors? Alors, donc, l'indice de référence, de nouveau, pour un fonds d'obligations gouvernementales en zone euro, ça va être toute une série de pays en zone euro, logiquement. Donc, les principaux, les plus importants, Allemagne, Italie, France, Espagne. Savoir que le poids de chaque pays dépend de son importance, en quelque sorte, dans l'économie européenne. On peut résumer ça comme ça. Alors, il y a d'autres pays plus petits à côté, avec un plus petit poids dans l'ADIS, Belgique, Pays-Bas, Portugal, etc. Et donc, on peut avoir une vue aussi sur les fondamentaux, vraiment, la qualité de crédit de ces différents pays, indépendamment de ce qu'on attend en termes de direction pour les taux en général dans la zone euro. OK. Et avez-vous des exemples que vous avez utilisés récemment? Oui, alors on a par exemple une position où on est surpondéré sur l'Espagne. C'était déjà le cas l'année passée, sachant que l'Espagne est vraiment la locomotive de l'Europe en termes de croissance économique depuis la fin du Covid. Une très belle histoire, tout se passe vraiment bien, de bonnes mesures qui ont été prises et une croissance qui est très bonne et pour de bonnes raisons. C'est vraiment une croissance qui est structurellement bonne. Donc c'est un pays en lequel on croit et sur lequel on est surpondéré pour l'instant et on l'était déjà en 2024. OK, bon exemple. Maintenant, vous parlez souvent des pays dans la zone euro, mais si on se compte uniquement de ces pays-là, on va peut-être manquer un peu de rendement. Est-ce qu'il n'y a pas de position que vous allez prendre en dehors de ce benchmark? Exactement, donc c'est un autre levier de performance qu'on a. On peut aussi investir dans des pays qui émettent en euros, mais qui ne sont pas dans le benchmark. Par exemple, des pays de l'Europe de l'Est, comme la Slovaquie, la Slovénie, etc., qui ne sont pas dans le benchmark, qui vont offrir des rendements intéressants, selon les conditions de marché, bien sûr, ça peut dépendre. Mais selon les opportunités, on va avoir tendance à se positionner sur ces pays. Également des entités supranationales, comme l'Union européenne, des entités sous-gouvernementales, comme les régions wallonnes par exemple. C'est des noms qui ne sont pas dans le benchmark, dans l'ADIS, mais sur lesquels on peut se positionner si on voit une opportunité. OK, très bien. Donc, il y a les pays, sélection des pays en dehors et dans le benchmark, il y a la duration. Il y a par exemple la forme de la courbe des taux. Peut-être un peu trop technique pour en parler maintenant, mais vous avez des différents leviers de performance. Maintenant, quand on parle de 2025, on a déjà connu pas mal de volatilité en 2024. Est-ce que tu crois que ça sera la même chose pour 2025? Alors je pense qu'avec Trump à la Maison-Blanche, la volatilité, elle va de toute façon rester. Nous, ce à quoi on s'attend dans l'univers des taux d'intérêt et des obligations gouvernementales, c'est un certain découplage entre les taux européens et les taux américains. Simplement parce que la situation est très différente aux États-Unis de la situation ici en Europe. La croissance est bien meilleure aux États-Unis. Elle crée également plus d'inflation. On n'est pas encore revenu en Europe au niveau d'inflation souhaité de 2%, mais on en est plus proche et l'objectif semble plus réaliste. D'un point de vue fiscal aussi, comme je l'ai dit, il y a ces déficits qui sont creusés, que ce soit en Europe ou aux États-Unis,
après la crise du Covid. Mais en Europe, il y a le traité de Maastricht qui dit qui donne toute une série de règles en termes de déficit et d'endettement des pays. Donc les pays européens sont sur une trajectoire où ils consolident fiscalement. Ce n'est pas le cas pour les États-Unis. Donc pour toutes ces raisons-là, on s'attend à ce qu'il y ait un découplage entre les taux des deux zones, avec des taux américains qui devraient s'écarter des taux européens. OK. Dans le début de notre conversation, on a parlé des effets de Trump 2.0. Avec un certain mot, incertitude. Hein? C'est toujours le cas, je suppose, pour l'année prochaine. Exactement, parce qu'il y a vraiment deux choses à voir qu'il faut prendre en compte quand on parle des politiques de Trump. C'est qu'est-ce qu'il va faire exactement, parce qu'il a parlé d'énormément de choses pendant sa campagne. Il faut voir exactement ce qu'il fait, et puis dans ce qu'il fait, l'impact vraiment que ça aurait sur les marchés. Si je prends les mesures phares uniquement, il a beaucoup parlé d'imposer des droits de douane sur énormément de partenaires commerciaux. Il faut voir dans quelle mesure il le fait, s'il le fait, mais ce serait typiquement inflationniste pour les États-Unis et ça aurait un impact négatif sur la croissance des autres pays du monde, pour la zone euro par exemple, mais pas uniquement. Il a également parlé de réduire les taxes des entreprises. Typiquement, ça ferait encore augmenter l'activité économique, activité qui tourne déjà très bien, donc ça pourrait potentiellement être inflationniste aussi. Il a parlé également de déportation de masse de migrants illégaux aux États-Unis. De nouveau, difficile de dire dans quelle mesure il le ferait. Est-ce que ce serait un petit peu, est-ce que ce serait beaucoup? Voilà, mais s'il déporte énormément de migrants illégaux, qui sont très actifs, notamment dans l'agriculture, etc., aux États-Unis, ça aura pour effet de tendre encore plus un marché de l'emploi qui est déjà assez tendu, moins qu'il y a un an ou deux, mais toujours assez tendu. Et ça devrait également avoir des conséquences inflationnistes sur l'économie américaine. OK. Donc bref, en fait, l'inflation, il veut maîtriser via une diminution des prix du pétrole, par exemple. Il va réduire les impôts pour les sociétés, donc bon pour les États-Unis, surtout à court terme. Mais naturellement, implémenter des droits de douane, c'est moins positif pour les pays en dehors des États-Unis. C'est plus ou moins ça qu'on peut dire? Oui, tout à fait, oui. C'est ça. Avec naturellement un impact inflationniste sans doute sur l'économie ou sur l'inflation surtout américaine. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont passées, surtout au niveau politique ou géopolitique. Et j'ai même l'impression que ça va encore être plus grave dans l'année qui va suivre. Exactement. Alors le volet géopolitique, typiquement, c'est très difficile de faire des prévisions là-dessus. Parce que ça va vraiment dépendre d'un seul homme, ou en tout cas, dans une très grande mesure, d'un seul homme qui est très imprévisible, en l'occurrence Donald Trump. On a vu qu'il y a eu des discours très agressifs contre le Panama, contre le Groenland. De nouveau, il faut voir ce qu'il pense réellement, dans quelle mesure c'est des tactiques de négociation, ou dans quelle mesure il veut réellement implémenter ce genre de choses. Mais clairement, d'un point de vue géopolitique, on peut s'attendre à des tensions, en tout cas de l'incertitude et de la volatilité. C'est le volet qui est le plus difficile à prévoir en tant que gestionnaire de fonds. Donc bien sûr, on suit ça de très près, mais ça pourrait avoir en 2025 et dans les années à suivre des impacts sur les marchés, c'est certain. OK. Mais vous l'avez dans votre collimateur, je dirais, sûr, et vous allez y réagir. On ne peut pas terminer plus agréablement que ça. Cher Romain, merci beaucoup pour vos bonnes explications. Merci à vous. Alors, permettez-moi de résumer cette conversation en 3 points importants. 1, l'impact de la volatilité sur les prévisions des taux directeurs a son impact, aussi bien que l'inflation rhétorique des banques centrales peut faire changer le niveau des intérêts. 2, on voit que les prévisions sur les taux directeurs ont fortement été revues à la baisse. Et 3, les investisseurs en obligations et les gestionnaires de fonds ont des leviers de performance qu'ils peuvent utiliser et qu'ils vont utiliser pour votre portefeuille. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine pour un nouveau ZoomInvest.